Et le directeur de l'usine à vaches doit se dire, mais quelle chance ils ont! Ils ont tout le temps du beau temps, hein? Alors que moi, je souffre du dérèglement climatique. Hein, pour nourrir mes vaches, je vais faire comment? Ah bah tiens, ça on n'en parle pas dans le Courrier Picard. Bon, ça doit être, non, c'est un sujet sans doute annexe. Hein? Alors bon, je ne reviendrai pas trop sur le sujet avec le Courrier Picard, mais ça veut dire que nous, notre présence ici aujourd'hui, elle est une nouvelle fois importante. C'est notre 6e fête anti-mille vaches. Je ne sais pas, je n'ai pas compté les nombres de rassemblements, mais enfin, ils commencent à être sacrément nombreux. Et aujourd'hui, je suis particulièrement fier de vous voir ici, à nouveau, tous avec vos drapeaux, vos panneaux pour dire non à l'usine à vaches. Alors qu'on nous entende bien, puisque M. Velter, maintenant, est en pleine page dans le Courrier Picard, hein, ça devient carrément, on ne sait pas dans quel pays on se trouve, mais enfin bon. Et il devrait quand même sentir un peu que le vent ne souffle pas dans ses voiles du tout. Ils s'en rendent pas compte, ces gens-là, mais dans quelle bulle vivent-ils? On se le demande. Alors nous, on est ici pour deux choses, et j'en finirai là, parce qu'on pourrait discourir pendant longtemps, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont prendre la parole. Il y a toujours deux mots importants pour nous. C'est une usine illégale. Et ça, dans le Courrier Picard, on ne le rappelle même pas. On ne rappelle même pas qu'il y a un procès en cours, qu'il y a un jugement de la cour d'appel de Douai que l'on attend, notamment sur le dépassement illégal du troupeau de 500 à 870 vaches. Comme si tout était naturel, c'est pas grave, on respecte pas la loi, c'est pas grave, on continue, puis tout le monde doit être content, et puis si vous êtes ici, vous êtes des empêcheurs de tourner en rond, et puis c'est tout. Eh bien on va continuer, nous, à tourner en rond pour dire que ça suffit. Alors c'est illégal. Et deux, c'est climaticide. Alors climaticide, pas un mot encore dans le Courrier Picard. Hein. Je ne sais pas d'où il sort ce journaliste, mais pas un mot. Pas un mot pour dire, mais attendez, ce genre d'usine, de mode de production de lait, on n'a pas besoin d'importer de soja OGM? Déjà, c'est un véritable scandale. Les Européens ont refusé les produits OGM. Mais par contre, on a le droit de les importer. Mais où est la logique? Il n'y a aucune logique là-dedans. Qui capitaliste? Oui, si, la logique capitaliste, oui. Alors, ça me fait penser, effectivement. Il nous dit, ah ben moi, je sauve l'élevage. Avec ça, je sauve l'élevage dans la Somme. Mais c'est se moquer du monde. Et pourquoi sauver l'élevage? Pour exporter le lait en Belgique. Ça sert à quoi? Aujourd'hui, alors ça, c'est un projet typiquement du XXe siècle. Effectivement, on fait des industries. Même 19e. On fait on crée des usines uniquement pourquoi? Pour faire du profit. Quel que soit le coût derrière. Est-ce que c'est utile ou pas ce qu'on va créer? On s'en fiche. Le tout c'est de faire du pognon. Est-ce que ça va polluer? On s'en fiche. Le tout c'est de faire du pognon. Et bien ça c'est la même chose. On va faire une usine à vaches. On va produire du lait, on va l'envoyer en Belgique. En Belgique, ils vont mélanger autre chose. On va exporter tout ça en Afrique. En Afrique, ça va mettre des petits producteurs dans les problèmes pas possibles. Ils vont traverser la Méditerranée et voilà le bazar. Mais on se moque du monde. Alors il faut dire et redire que c'est illégal, que c'est climaticide. Ici, je ne pense pas qu'ils aient entendu parler que l'Amazonie brûlait et tout ça. On ne sait pas. Alors quand on lui dit, moi je lui ai posé la question à M. Velter en réunion, mais votre soja, il est OGM ou pas? Ah ben, je ne sais pas, moi je l'achète à une coopérative en France. Voilà, je ne sais pas. C'est se moquer du monde. Alors, nous, citoyens, on se range derrière ce grand mouvement qui remet en question effectivement notre agriculture, ce type d'agriculture, parce qu'il y a autre chose qui existe,
Et quand on nous dit, ben moi j'ai 30 emplois, ben oui, mais avec un autre mode de production pour 1000 vaches, on en aurait 50 ou 60, on en aurait bien plus. Donc c'est pas un argument du tout. Puis il y a un turnover. Vous avez eu il y a quelques jours, dans Le Monde, un appel à l'initiative de L214, qui s'est adressé à énormément de personnalités, à énormément d'associations. C'est un appel, effectivement, contre l'élevage intensif. Il n'est pas très long, je vais vous le dire, je vais vous le lire. Il est complet, il dit tout, il est assez large pour qu'on puisse se retrouver une bonne partie de la population tous ensemble pour lutter contre ce système. Et je vous demande, tout à l'heure je donnerai la parole à L214, tout de suite après, ils vous expliqueront comment adhérer à cet appel. Nous, citoyennes, et j'espère qu'on nous entend là-bas, citoyens, organisations, conscients des enjeux éthiques, environnementaux, sanitaires et sociaux, ne voulons plus des élevages intensifs et industriels qui confinent les animaux dans des bâtiments fermés, dans des cages, dans des bassins en béton, les forçant à vivre dans des conditions de promiscuité extrême. Nous ne voulons plus d'élevage intensif non respectueux de l'environnement, fortement émetteur de gaz à effet de serre, producteur d'algues vertes et de pluies acides. Nous ne voulons plus d'élevage intensif, destructeur de la biodiversité, acteur de la déforestation. Nous ne voulons plus de ce système, soutenu par l'argent public, ennemi de l'intérêt général. Un système qui impose des conditions de travail éprouvantes, aliénantes et risquées, où les agriculteurs se suicident davantage que dans toute autre catégorie socio-professionnelle. Nous ne voulons plus des élevages intensifs qui favorisent l'antibiorésistance et l'émergence de nouveaux agents pathogènes extrêmement dangereux. Nous ne voulons plus d'un système spéculatif créant des déséquilibres sociaux et économiques dans de nombreuses régions du monde. Nous ne voulons plus d'un modèle alimentaire fortement carné et lacté qui sous-tend ces modes de production et qui met en danger notre santé. Élus, responsables politiques, nous n'en pouvons plus, au mieux de votre immobilisme, au pire et plus souvent de votre soutien actif au lobby de l'élevage intensif. L'urgence éthique, climatique, environnementale, sanitaire et sociale impose d'engager notre pays dans une transition agricole et alimentaire. Nous devons nous diriger rapidement vers une consommation essentiellement végétale, durable, saine, respectueuse de l'environnement, des animaux et des humains. Aujourd'hui, nous voulons des actes, des mesures fortes et concrètes pour sortir de l'impasse. Nous exigeons un moratoire immédiat sur l'élevage intensif et l'interdiction de nouvelles constructions destinées à élever des animaux sans accès au plein air. Un plan concret de sortie de l'élevage intensif avec accompagnement des personnes qui en dépendent aujourd'hui vers des productions alternatives. Une végétalisation d'ampleur de l'alimentation en restauration collective, publique ou privée. Élus, responsables politiques, serez-vous au rendez-vous? L214, donc si tu veux bien venir, puisqu'ils sont à l'origine de ce texte. Et si vous allez voir parmi les signataires, elle va vous en parler, et effectivement, de Wilson. Bien. Moi, je voulais juste... je prends des notes, hein, parce que je ne sais pas parler, j'ai pas le don de parler comme vous. D'un élevage paysan à un monde vegan, les visions à long terme de chacun peuvent grandement différer, on en est conscient. Mais nous partageons toutes et tous la même volonté de mettre fin à l'élevage intensif. Nous savons nos différences, mais nous n'en ferons pas des obstacles. Alors, il y a 200 personnalités qui ont signé l'appel, dont Novicène.
Il y a des acteurs de cinéma, des actrices, il y a des associations comme Sea Shepherd, je ne sais plus, aidez-moi, il y a la WWF, la Fondation Brigitte Bardot, 30 millions d'amis. Cela dit, ça ne suffit pas, on a besoin des vôtres aussi. Donc nous avons un stand L214 sur la fête, on est là toute la journée. On a un petit comptoir avec les pétitions à signer, donc venez tous signer cette pétition. On peut ne pas être d'accord avec les idées de L214, mais on se rejoint tous sur un point. On ne veut plus de l'élevage intensif. Donc sur ce point, on peut tous se retrouver et nous, on vous attend sur notre stand, sur la fête. Et on compte sur vous pour signer un maximum ces pétitions. Merci. Bravo et merci. Je rappelle que L214, il y a 8 ans, a été la première association quand même à soutenir notre combat. Ça, on s'en souvient. On n'a pas la mémoire courte. Le glyphosate ne nous a pas encore atteint à ce point. Voilà. Alors, je vais passer la parole, je ne sais pas dans quel ordre, mais peu importe. On parle... Qu'est-ce qui veut venir? Dominique? Allez, Dominique. Bon, on va s'orienter vers le glyphosate. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, c'est aussi une grande journée pour notre fête parce qu'on va dévoiler effectivement nos taux de glyphosate. Novicène, alors bon, toujours de référence du Courrier Picard. Tiens, Novicène, sa priorité, c'est plus l'usine des 1000 vaches, maintenant c'est le glyphosate. Pas du tout. De toute façon, les deux, il faut bien savoir que les deux sont liés. L'élevage intensif a besoin du glyphosate. Parce qu'on a besoin, regardez, des beaux champs de maïs là qui sont derrière vous pour nourrir les vaches. Hein, et les vaches, et pour faire pousser le glyphosate, eh ben, on a aussi besoin de glyphosate. Pour faire pousser le maïs, pardon, on a aussi besoin de... Bon, enfin bref, vous m'avez compris. Allez, je passe la parole à Dominique Massé. Alors Dominique Massé, on a été en relation avec lui, notamment parce que ce problème des pesticides, ça nous intéresse bien sûr de façon fondamentale. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de cette grande campagne nationale. Et c'est toi qui s'occupe de la campagne nationale, je crois. Toi, enfin parmi d'autres. Voilà. Alors on est très content d'avoir Dominique aujourd'hui. Et Dominique sera un des intervenants cet après-midi, donc à la conférence. Voilà. Alors je le laisse dire quelques mots. Je vais être bref. Je suis content d'être là. Parce que toutes ces luttes, la lutte contre ces usines à viande, pour le bien-être animal, contre les pesticides, contre les OGM, toutes ces luttes-là, pour une agriculture différente, une nouvelle agriculture, pour une transition de cette agriculture, une agriculture humaine et respectueuse de l'environnement, tout ça se rejoint. Donc je suis très content d'être là et puis de participer tout à l'heure à cette table ronde qui sera, j'espère, un débat intéressant pour tout le monde. Voilà, je vais être très bref parce que je n'ai pas envie de trop en parler, mais vraiment content d'être là et content que vous soyez tous là et que toutes ces luttes-là arrivent à se joindre et à mener des actions efficaces contre ça là-bas et contre ça ici et contre les pesticides qui nous empoisonnent au quotidien. Merci. Alors, merci à toi et à tout à l'heure. Alors justement, je disais tout à l'heure, le grand vent, il y a quand même, si vous écoutez la radio, c'est tous les jours qu'on parle effectivement de pesticides, d'atteinte à l'environnement et tout ça. Heureusement qu'il y a des médias qui sont quand même un peu à la hauteur par rapport à d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pour parler aussi de la campagne glyphosate à Amiens, donc ça se développe et c'est bien. Alors c'est pas Romain, c'est Benoît, et enchanté Benoît. Oui, donc il va travailler avec Romain et Mareille aussi, qui va arriver après avec Jean, que vous écoutez trinque-balle la musique. Donc oui, on a démarré les réunions d'organisation pour l'instant. On vient de rencontrer Dominique aujourd'hui. Ça sert à ça aussi, les rassemblements Novicène. Donc on démarre une campagne glyphosate Amiens. Évidemment, c'est nos amis de Novicène qui nous ont donné l'envie cet été de prendre le relais en disant bah, tiens, nous on rend nos résultats, est-ce que vous ne commenceriez pas, vous, à Amiens, une campagne? On a dit bah oui, bien sûr, pourquoi on n'y avait pas pensé avant d'ailleurs.
Donc c'est une campagne qui nous plaît beaucoup. D'ailleurs, par sa tenue, par le fait aussi de devenir un groupe de pression face à des groupes de pression qui agissent en faveur justement du glyphosate et qui reculent d'année en année et de loi en loi. On le voit, l'interdiction du glyphosate. On avait pris cette décision-là avant que les maires réagissent et mettent le sujet à la mode, et tant mieux. Et il ne faut pas que ça soit une mode, il faut que ça reste dans l'actualité. Ces maires qui s'engagent, il y a les municipales bientôt, donc on espère que ce sera un sujet également des municipales à venir, dans tous les villages où les gens demanderont à chaque liste qui va se présenter, ah ben tiens, vous au niveau des pesticides en général, où vous en êtes et qu'est-ce que vous allez décider. C'est aussi ça, mettre la pression sur les élus, c'est aussi ça, tirer dans le bon sens, et c'est rétablir un rapport de force qui, pour l'instant malheureusement, il faut voir les choses en face et pas en notre faveur, mais qu'il deviendra si on fait grandir ce mouvement et si on s'y met de plus en plus nombreux, et à la fin si on s'y met tous. Voilà. Merci beaucoup et bravo à nos amis d'Amiens. Voilà, moi c'est un petit mot, je prends la parole parce qu'on entend dans la presse discuter encore de la ferme de 1000 vaches. Moi ce que je peux vous dire, que heureusement que vous êtes là et vous pouvez être fiers de ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait depuis 9 ans, ça a permis à une évolution de la mentalité au niveau national et international. Bon, on est à notre petite place, mais il fallait quelqu'un qui commence. Donc il y a à peu près 9 ans, on nous disait que c'est le modèle qu'il faut suivre. On n'a pas le choix parce qu'on part vers ce modèle au niveau économique. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas à discuter. On est dans le bon sens. Ils sont sur le défensif. Ceux qui ont vu l'article dans la presse, c'est un article qui est un peu minable pour moi. Parce qu'il nous parle de quoi? Il nous parle que de l'économie, que de la rentabilité du lait par vache, que le nombre du lait qui sort. Pas un mot sur les climats. Mais sur ça, c'est pour ça, je ne veux pas en vouloir à un exploitant et un petit journaliste sur discours. Quand je vois des présidents des grands pays comme les États-Unis et le Brésil, ils sont climatiques. Donc ces gens-là, il faut les laisser de côté. Nous, on avance. Cette ferme-là, il n'y aura plus d'autres en France, parce que la mentalité a commencé à changer. Et ce n'est pas grâce aux politiques, c'est grâce à des gens comme vous, comme nous. Parce que dès qu'il y a un projet comme ça, il faut se mobiliser. Il faut être veillant. Les lobbies sont toujours là. Donc moi, ce que je peux vous dire, soyez fiers, on a gagné la bataille, parce que la bataille culturelle, on l'a gagnée. Ils sont sur le défensif. Voilà, si vous voulez. Alors le maire de Druka, Laurent Parsis, qui nous soutient depuis le début, heureusement, parce que ça a été un choc quand même pour notre village il y a 8 ans ou 8-9 ans, quand on a appris que cette usine à vaches allait se bâtir ici. Hein. Donc on a appris que les maires étaient de plus en plus impliqués dans les histoires effectivement de pesticides, d'organisation. Alors c'est pas toujours facile non plus pour eux, les maires, parce que bien évidemment il y a ceux qui luttent contre les pesticides pour une autre agriculture, et puis il y a aussi des agriculteurs qui en vivent, et il est là le problème. Et nous, encore une fois, à Novi-Seine, on n'a rien contre les agriculteurs. Et on n'est en rien esclavagiste, comme veut bien le dire le directeur de l'usine ici, qui nous fait passer pour des gens qui veulent que les agriculteurs travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est une folie de dire cela. C'est complètement fou. Ils font dans le social, c'est bien. Comment? Ils font dans le social, c'est bien. Ben voilà. Alors, je laisse la parole à notre maire pour quelques mots. Quand il y a des entrées au niveau de l'inspection du travail, on verra un peu le turnover du personnel. Bonjour à tous. Bon, effectivement, ça fait 9 ans, ça commence à faire long. 9 ans que nous nous réunissons, que nous combattons. On a quand même gagné un certain nombre de choses. Je crois que Michel l'a bien précisé, et toi aussi Francis. Alors oui, il faut au niveau des villages se battre aussi pour l'environnement. Ça, c'est un souci majeur, je crois, qui devient un souci de société. Au travers de la demande de la population civile, les élus sont bien obligés, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, parfois d'aller dans l'air du temps.
Nous, à Druca, on a toujours préservé, il y a toujours une petite exploitation qui a été reprise par un jeune et qui se bat aussi pour être dans le cadre du raisonné, de la culture raisonnée, de l'élevage en pâture. Nous avons eu la chance, et ça a été un de mes combats depuis quelques années aussi, d'accueillir un producteur d'escargots qui se trouve à Druca, rue du Turet. C'est un couple qui s'est installé, qui est en train de créer son élevage d'escargots, qui est en train de faire un atelier. Alors ça, c'est important pour l'agriculture parce qu'on le voit sur notre région. En fait, on produit, c'est tout. Et après, on envoie nos produits au loin. Il n'y a pas de place pour l'emploi dans l'industrie de transformation. Alors que là, pour les escargots, j'ai une demande de permis d'aménager que j'ai accepté, bien entendu, vous vous doutez bien, pour pouvoir transformer sur place. Et ça, c'est important. Et au niveau des politiques et des élus, nous sommes réunis dans une structure qui s'appelle Betsom Trois-Vallées. Et Betsom Trois-Vallées est un syndicat qui s'occupe du parc naturel régional Betsom, qui n'est pas encore accepté. On espère bien avoir dans l'année l'accord définitif de l'État pour créer ce parc naturel régional. C'est très important pour la région parce qu'il y aura des labels. Et des labels, il y a donc dans la charte des clauses de l'environnement, pour le durable. Et ça, on s'en souvient, Francis, on avait travaillé à l'époque, Michel et moi étions allés devant les élus pour expliquer l'importance de mettre une clause environnementale dans cette charte. Ça va permettre à nos agriculteurs locaux, nos producteurs locaux, parce que ça, on va pouvoir élargir à autre chose aussi que l'agriculture, le produit agricole. On a aussi d'autres choses à mettre en valeur, d'autres produits. De pouvoir les labelliser et donc d'être reconnu comme un produit, une production qui est à la fois locale, qui est donc dans le périmètre du parc, mais qui est aussi respectueuse de l'environnement. Et ça va permettre un développement et des emplois locaux, des emplois qui ne pourront pas être envoyés ailleurs, puisque c'est des productions locales. Et contrairement à la ferme des 1000 vaches qui produit, et puis après ça va en Belgique, toujours, enfin je sais pas où ça va, mais ça va... Hein, l'emploi de transformation, il n'est pas là, il n'est pas pour nous, il n'est pas local. Pour l'environnement, c'est une catastrophe, hein, notamment pour le climat, les gaz à effet de serre et compagnie. Le camion, si c'était transformé sur place, il y en aurait beaucoup moins de problèmes pour l'ensemble de ce qui nous préoccupe, nous. Nous, quand je dis nous, c'est vous, moi et un certain nombre de gens qui sont peut-être pas avec nous, qui viennent pas, qui n'ont pas cet engagement que vous avez, engagement militant, mais qui quelque part ont réfléchi et sont effectivement d'accord, il faut faire attention aux pesticides, au climat, on le voit partout ça bouge. Et là, c'est peut-être grâce à nous, sûrement, grâce à vos actions, qui ont fait prendre conscience à un certain nombre de gens, de citoyens, de problèmes dont ils n'avaient même pas conscience quand ils consommaient. Alors, cet exemple des escargots, ce serait bien que dans tous les villages, il y ait des installations de ce type-là, qui puissent être labellisées par le PNR et qui puissent donc marquer pour un territoire comme le nôtre ses capacités, son terroir, et pouvoir le faire connaître à tous. Nous avons une région qui est touristique, on a beaucoup de gens qui viennent chez nous, à nous de leur vendre nos produits au travers du PNR par exemple, et de pouvoir dire, voilà, vous venez chez nous, vous consommez chez nous, et ça reste du durable. Et ça, c'est, je crois, vous qui avez réussi à enclencher ce mécanisme, et là je vous en félicite. Merci. Merci Laurent, et merci de ton soutien à la mairie.
Donc Génération Future, bah, vous connaissez tous ici, hein, Génération Future, et le travail fantastique qu'ils font, notamment sur tout ce qui est la pollution dans l'alimentation et tout. Donc c'est ton prénom? Judith. C'est Judith, voilà. Judith de Génération Future de Lille. Donc moi je représente juste François Veillerette pour Génération Future. Alors bien sûr le combat contre les pesticides et contre l'élevage intensif, eh bien ce sont des frères jumeaux. Juste rappeler par exemple qu'un jeune homme aujourd'hui produit 2 fois moins de spermatozoïdes que son grand-père au même âge. Rappeler que les enfants des agriculteurs font plus de leucémie aiguë que les autres. Rappeler des choses comme ça, que par exemple que certaines malformations à la naissance sont intimement liées à l'exposition aux pesticides pendant la grossesse. Donc simplement dire que voilà, nous soutenons complètement ce combat et bravo à chacun de vous, à chacun qui fait ce qu'il peut là où il est. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Arnaud, effectivement, Arnaud Apothécaire. Pour me présenter, je vais essayer d'être bref, mais je suis le délégué général d'une jeune association qui s'appelle Justice Pesticides, qui est une association qui vise à collecter toutes les plaintes et toutes les procédures judiciaires concernant les pesticides en France et dans le monde. Donc effectivement, entre autres, les plaintes des pisseurs involontaires de glyphosate, ou également nous allons recenser d'autres plaintes qui vont malheureusement dans l'autre sens, c'est-à-dire tous les arrêtés municipaux qui sont en train d'être déférés devant les tribunaux administratifs par des préfets zélés qui veulent surtout empêcher que les agriculteurs intensifs soient limités dans la quantité de pesticides qu'ils utilisent. Alors pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici pour soutenir nos vicins dans ce combat avec beaucoup d'admiration. Je sais que des combats locaux pendant des années, c'est très difficile à mener et je dois dire que vous faites un travail fantastique. Et nous, en étant intéressés et surtout en se battant contre l'utilisation des pesticides, et la personne de Génération Future l'a bien dit, l'agriculture intensive et l'utilisation de pesticides et l'élevage intensif et concentrationnaire, comme on le voit dans la ferme des 1000 vaches, c'est deux choses qui vont ensemble, c'est deux choses qui sont complètement liées. C'est une vision très passéiste de l'agriculture. Quand je dis passéiste, c'est de cette vision qu'il faut produire plus à n'importe quel prix, de façon de plus en plus standardisée, et que pour cela, on utilise des produits dangereux, aussi bien dans les élevages que dans les champs, hein, des antibiotiques, des pesticides, des herbicides, qu'on est obligé d'importer de toute la planète, principalement, on le voit en ce moment, d'Amazonie qui est en train de brûler, d'Argentine, des céréales OGM. Alors on me disait pour produire ici du lait qu'on envoie en Belgique, mais j'allais dire un peu ironiquement, la Belgique c'est pas très loin, on fait venir l'alimentation des animaux de l'autre bout du monde et on contribue à l'utilisation de ces pesticides et d'autres pesticides extrêmement dangereux aussi dans d'autres pays. C'est-à-dire que cette installation de 1000 vaches, ce n'est pas uniquement un problème local, c'est un problème international, c'est une vision de l'agriculture et on sait qu'on a besoin de pesticides pour maintenir ce type de ferme. Le combat contre les pesticides est complètement complémentaire de celui que vous menez ici, puisque sans pesticides, on n'a plus l'agriculture intensive et plus d'élevage concentrationnaire. Alors encore une fois, bravo à tous et puis je vous attends cet après-midi pour le débat. Merci. Merci beaucoup Arnaud. Oui, on continue. Allez, vas-y Nico. Juste un petit point technique par rapport à notre organisation de notre participation à la campagne des pisseurs involontaires de glyphosate. Donc d'abord, merci à toutes les personnes pisseurs et pisseuses involontaires de glyphosate qui sont là ici.
Pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle simplement qu'au mois de mai, nous avons organisé une campagne de prélèvement qui a recueilli 45 personnes, donc 45 personnes, des femmes, des hommes, des enfants garçons, des enfants filles. Et tout à l'heure, à 12h, seront dévoilés publiquement les résultats de ces analyses. Les personnes qui sont là vont exposer leurs résultats et ça sera l'occasion de faire une photo pour montrer un petit peu les taux importants de glyphosate que toutes ces personnes ont dans leurs usines. L'urine, voilà. C'est une usine à glyphosate. Voilà, c'était simplement pour dire ça. Merci. D'accord. L'autre chose, c'est que si cette campagne pisseurs et pisseuses involontaires de glyphosate a été organisée, c'est pour connaître nos taux de glyphosate dans les urines, mais aussi dans le but de porter plainte. Et ces plaintes, nous avons demandé aux personnes qui sont ici de les ramener pour que nous puissions les vérifier et ensuite les amener au tribunal d'Amiens le 9 octobre. Voilà. Donc toutes les... À 14h. Donc toutes les personnes qui pourront venir porter leur plainte, déposer leur plainte avec nous sont les bienvenues. On en reparlera. Si vous avez des questions, Catherine qui est là et moi-même seront là pour vous y répondre. Et en tout cas, encore merci d'être là. Merci beaucoup. Et bravo à Catherine et Nico qui ont été les chevilles ouvrières de cette action glyphosate. Bonjour, moi c'est juste pour vous rappeler en fait qu'il y a un stand aussi sur l'aéroport de Paris, sur le référendum qui a lieu en ce moment. Donc on recherche des signatures, il nous faut 4 700 000. C'est pas facile, mais c'est aussi un référendum qui concerne je pense aussi cette usine climaticide parce que en gros là on veut redonner à Vinci ce qu'on a gagné à Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est une contrepartie, faut pas l'oublier. Une bataille gagnée, c'est une bataille gagnée, c'est hors de question de revenir comme ça sur des victoires. Donc je compte sur vous pour signer. Et aussi un petit mot, je ne sais pas si vous étiez au courant, moi j'ai découvert ça dans un petit article dans la presse, notamment ici, Druca, toute la vallée de Nouvion. Ce qu'engendre aussi ce genre d'usine, c'est donc les pesticides. Dans nos réserves d'eau, ça engendre des nitrates. Et ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave. En gros, on avait atteint le seuil toléré de nitrate. Alors du coup, problème, qu'est-ce qu'on fait ? Qui dit problème dit solution. Leur solution à eux, c'est on relève le seuil de nitrate. Voilà, plus de problème du coup. Voilà, on s'en fout, on est empoisonné, mais pas de problème. Et faut juste rappeler aussi que la baie de Somme, c'est une zone protégée. On voit ce qui se passe en Bretagne avec les algues vertes. Si on veut que ça arrive ici, on continue dans le même chemin. Voilà, merci. Bravo Vincent. Alors juste, j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres pour vous dire que ce genre d'usine quand même nous impacte directement. Ça vient de l'ARS, de l'Agence régionale de santé. Conclusion sanitaire de leur analyse de l'eau. Eau de mauvaise qualité physico-chimique en raison des concentrations ponctuellement trop élevées en nitrates et pesticides. Par ailleurs, en raison des concentrations en nitrates supérieures à la limite de qualité détectée à la ressource, la consommation de l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons. Alors voilà dans le monde dans lequel on vit, dans un village de campagne, on n'a même plus une eau potable. Alors, quand on nous dit après que notre combat n'est pas justifié, effectivement, on ne peut être que révolté. Je vous donne simplement les pesticides qui ont été retrouvés dans l'eau. Alors, de l'artraquinone, de l'atrazine déisopropyle, du bentazone, du chlortoluron, du diuron, de l'époxyazanol, du lénacyle, du métazochlore, du métallochlore, du métribusine, de l'oxadixyle et de la simazine. Voilà votre cocktail quand vous buvez l'eau du robinet. Et c'est de l'eau potable dont on nous dit qu'on peut la boire sans problème. Alors qui connaît l'impact de tous ces produits sur le cerveau humain? Personne. On joue aux apprentis sorciers. Et le principe de précaution, il doit être strictement appliqué, c'est ce que nous réclamons. Voilà. Europa City, oui, alors ils se sont déplacés quand même d'Europa City, voilà, bon, on pourra en reparler tout à l'heure, mais je te laisse la parole avec plaisir. Pour la troisième fois, c'est vrai, ils nous soutiennent. Et donc dans cette lutte contre la logique qu'a très bien décrit Francis,
Moi j'ai écrit parce que sinon je suis trop long. Hein, alors que la France vient de vivre l'été le plus chaud de son histoire, alors que les experts du climat ont lancé le 8 août dernier un cri d'alarme contre les conséquences catastrophiques de l'artificialisation des sols, le gouvernement s'entête à soutenir la construction sur des terres agricoles parmi les meilleures d'Europe d'un gigantesque centre commercial et de loisirs, Europa City. Le groupe Auchan, allié à un investisseur chinois, a décidé d'investir 3,5 milliards dans un complexe mêlant 500 boutiques, 2700 chambres d'hôtel et même une piste de ski indoor. Pour assurer la desserte de ce projet privé, l'État a promis la construction d'une gare en plein champ. Cet été, malgré une contestation citoyenne qui s'amplifie, les travaux préparatoires au chantier de la gare ont démarré. Ces travaux sont d'autant plus absurdes que le PLU a été annulé par le tribunal administratif qui l'a jugé contraire aux engagements pris par la France pendant la COP 21. L'Île-de-France, saturée de centres commerciaux, n'a pas besoin d'un nouveau temple du consumérisme, générant encore plus de trafic aérien et routier, plus de bruit et plus de pollution pour les habitants, et encore plus de gaz à effet de serre pour nous tous. Le président a récemment dénoncé la complicité du président Bolsonaro dans la destruction de la forêt amazonienne. Pourquoi se rendre alors complice de la destruction des dernières terres fertiles aux portes de Paris? L'État français a aujourd'hui la possibilité de prendre une décision historique. Il peut choisir dès maintenant de s'engager dans un véritable projet de transition écologique. À l'instar des marches pour le climat, les sauveteurs de terre marcheront les 4 et 5 octobre du Triangle de Gonesse jusqu'à Matignon pour exiger l'abandon de ce projet climaticide. Bravo. Alors là encore, un autre combat, effectivement. Et tous ces combats-là, bien évidemment, ils se rejoignent tous quelque part. Hein. Derrière, c'est toujours des questions de profit, de pognon, de lobby, de prise de pouvoir. Et effectivement, il faut que nous, citoyens, on réagisse et puis qu'on dise que voilà, non, c'est pas dans ce monde-là qu'on veut vivre, nous, on veut vivre autrement. On veut vivre dans d'autres conditions, avec un autre environnement. Et un environnement malade fait un homme malade. Hein? Bon, bonjour et merci d'être là. Alors effectivement, je suis la vache et je pense donc je suis. Mais comme dirait Derrida, avec A, c'est la différence. La différence avec le A, ça veut dire qu'il faut changer de paradigme. Il faut sortir de ce dualisme qui a mis les humains d'un côté et puis tout le vivant sans droit de l'autre côté. Il faut redonner des droits aux vivants et aux animaux. Voilà. Et c'est très bien finalement qu'on repense notre relation à ceux qui vivent. Je suis une vache, je rumine, de plus en plus je rumine et je me porte mal. Il est temps finalement que l'on pense que les prairies, c'est ce qu'il nous faut et ça vous aidera vous aussi les humains. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, notre rapport au vivant, à tout ce qui vit, c'est tout ce qui est remis en question en ce moment. Hein, et on le voit avec notamment les feux en Amérique latine, au Brésil, en Amazonie, toute cette biodiversité qui part en fumée. Bon, c'est un peu de nous-mêmes qui part en fumée à chaque fois. Alors Philippe, c'est un membre du CA de Novi-Seine depuis plusieurs années. Et il a une très bonne plume, Philippe. Hein? Si, fais pas ton modeste. Il écrit très bien. Et il a été outré, comme nous, par le dernier article du Courrier Picard, qui est quand même, qui voit les choses complètement au ras, je dirais pas des pâquerettes, parce qu'il n'y en a même plus, au ras du maïs coupé et puis du désert, regardez, qu'il y a derrière. Voilà. Donc Philippe, il s'est fendu d'un texte qu'on a trouvé tous super. Et puis je lui dis, Philippe, tu devrais le lire. Voilà, puis il a accepté, donc c'est très bien, Philippe. Oui, quand j'ai vu l'article de M. Desbled dans le Courrier Picard d'hier matin, bon, j'ai pas pu m'empêcher de réagir tout de suite, donc j'ai pris mon petit ordinateur et puis j'ai envoyé un petit papier au courrier des lecteurs. Alors que le problème de la souffrance animale dans les élevages intensifs est désormais reconnu comme une réalité et qu'un vaste mouvement d'opinion prend forme pour s'émouvoir sur ce sujet, votre journal, à travers les articles
de M. Desbled qui offre une tribune à M. Velter nous fait comprendre que lait 1000 vaches constitue une réponse idéale à la crise de l'élevage laitier. Le personnel jouit des 35 heures et les vaches sont heureuses. CQFD. Selon lui, les opposants ne sont que des attardés qui s'accrochent à une vision archaïque de l'agriculture. Quant au problème des pesticides, lui aussi au premier plan des préoccupations des acteurs de la santé, médecins, chercheurs, nutritionnistes, circuler, il n'y a rien à voir. Les pisseurs involontaires de glyphosate qui ont fait analyser leurs urines se sont trompés de laboratoire. Regardez, celui qu'ont choisi les agriculteurs qui utilisent le produit ne trouvent rien dans leurs urines. J'aimerais que vous ayez raison, monsieur Desbled. Hélas, j'ai bien peur que ceux qui tentent d'alarmer le public sur les graves menaces que font peser sur l'environnement et notre santé, l'agro-industrie en général et les industriels du secteur de la chimie en particulier, ne soient dans le vrai. Faut-il continuer à se voiler la face comme vous contribuez à le faire, ou porter un regard lucide sur une réalité que l'on souhaiterait moins démoralisante? Cela fait 51 ans que l'on n'écoute pas ceux qui tentent de tirer le signal d'alarme sur ce qui menace l'avenir de notre biosphère. Je pense aux travaux du Club de Rome en 1968. On se rend compte aujourd'hui que les Cassandres avaient raison et que l'on s'achemine vers un futur dont il est difficile de se faire une idée, tant la rupture sera douloureuse. Crise climatique, énergétique, alimentaire, de l'eau, des matières premières, et sans doute pour démarrer, économique, avec pour toutes ces crises un facteur commun d'aggravation, l'expansion démographique. Alors j'aimerais que votre journal cesse d'être complaisant avec ceux qui poursuivent la fuite en avant dans la voie sans issue de l'agriculture intensive, destructrice des sols, sourde à la souffrance animale et tueuse de paysans. L'objectif du profit, même à court terme, n'est même pas viable, car les feux passent au rouge et certains commencent à clignoter de manière alarmante. Faute d'une vision moins partisane du journal sur ces questions, je me désabonnerai. C'est une grave menace. Merci Philippe. Effectivement, ça résume bien tout ce qu'on pense et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des médias qui font un travail formidable et puis il y a aussi des petits médias locaux qui, voilà, torpillent et n'ont aucune vision, n'essayent pas de voir un petit peu au-dessus du guidon. Michel veut parler, on lui donne la parole. Pour une fois que j'ai la parole, j'en profite. Non, juste un petit rappel. Je veux saluer la décision qui est prise cette semaine par un maire d'une petite commune, Saint-Molvy, qui interdit les pesticides à moins de 150 mètres des habitations. Même s'il sait que les représentants de Macron, à savoir le préfet, cassent systématiquement cette décision. Mais je crois que tout ça, c'est des petites pierres, un bout à bout, on lâche rien, et je crois qu'à la fin, c'est nous qui allons gagner. Et il faut dire qu'il y a de plus en plus de maires qui signent effectivement ces décrets, il y en a des dizaines maintenant, et je pense que ça va pas pouvoir être laissé de côté, il va bien falloir se prononcer. Quand on a des écoles à côté des champs par exemple, effectivement ça pose problème, et on sait que les enfants sont particulièrement sensibles à tous ces pesticides qui sont utilisés. Oui. Oui, bonjour. Voilà, je suis un peu un habitué de ce combat anti-1000 vaches et c'est avec plaisir que je suis parmi vous. Et effectivement, ce combat est extrêmement important, qui n'est pas seulement ciblé contre ce projet-ci, mais bel et bien contre une agriculture et des élevages intensifs, industriels, qui font d'énormes dégâts. Et effectivement, dernièrement, il y a quand même deux éléments forts qui sont sortis. C'est le GIEC qui dit que réduire les émissions de gaz à effet de serre ne suffira pas. Nous devons revoir notre mode de fonctionnement et notre mode alimentation et surtout du production agricole qui est en impasse totale, qui a un énorme impact environnemental. Alors, il parlait bien sûr des gaz à effet de serre, Vous n'ignorez pas non plus sur les sols, l'air, la santé, etc. Donc, le GIEC l'a dit sans ambiguïté. Et dernièrement, on a également une instance extrêmement importante qui est l'UICN, c'est-à-dire l'Union
international pour la conservation de la nature qui est rattaché à l'ONU, qui a également dit que dans la chute de la biodiversité, eh bien là aussi, les pratiques agricoles avaient une part de responsabilité importante. Donc ce combat que nous menons pour la vie, il est extrêmement important, il est multiforme, c'est les pesticides, etc. Et moi je viens d'un secteur qui est du Dunkerquois, où nous avons aussi un poulailler de 103 000 poules à pied de gamme. Ils n'arrêtent pas, ils fleurissent, hein, donc ce combat-là est important. Et pour vous montrer à quel point la folie totale et où on ne respecte rien, c'est qu'au-delà de cette folie sur laquelle on est habitué, ce site est à 50 mètres d'une station de compression de gaz qui vient de la mer du Nord et sur lesquels on a des gazoducs importants et des risques industriels et des risques, y compris pour la population, puisqu'on a un risque d'explosion qui existe. Et là-dessus, les autorités ont donné leur feu vert. Plus grave encore, le réalisateur du projet, quand il a fait ses documents, il avait mis du blanc pour cacher cette existence. Donc le poteau rose a été révélé. Et cet imposteur, ce tricheur, parce qu'en fait il y avait une volonté de cacher, eh bien il n'a pas été poursuivi. Donc le combat que nous menons, il est important, il est dur, mais je ne doute pas que vous et nous allons le continuer avec opiniâtreté. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de replacer effectivement notre combat dans cet ensemble-là. Et ben, on a le plaisir de retrouver Didier. Voilà, pour la conf. Bravo Didier. Bonjour à tous. Je pensais que mes collègues de la Somme étaient là, mais ils sont en train de monter leur stand. Donc voilà, je voulais dire que vous êtes tous des paysans et des paysannes de la conf et que ça fait plaisir de vous voir si nombreux. Car sur le terrain, on est parfois très, très isolé à défendre ces valeurs-là, mais on sait que... J'ai longtemps pensé à titre personnel que j'allais à contre-courant, mais depuis quelques années, je sais que je vais dans le sens du courant, dans le sens de l'eau, paisiblement, mais courageusement. Et qu'à la conf, on est forcément pour la sortie des pesticides, bien qu'on accorde des adhérents qui les utilisent, même si on est de plus en plus en bio. Mais vraiment, on désespère des ministres de l'Agriculture qui se succèdent. On a toujours un peu d'espoir, notamment que le dernier qui défend l'agriculture bio là où il est député, dans la Drôme. Mais dès qu'ils arrivent là-haut, ils doivent être contaminés, endoctrinés. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Et donc, il ne faut pas compter sur eux, quoi. Il ne faut pas compter sur les élus nationaux. Apparemment, ils sont tous corrompus par l'argent, puisqu'ils ont un chef qui les manipule et qui endort tout le monde. Donc, c'est par la résistance, par la lutte, par la convergence des luttes, qu'on va arriver à faire changer les lois et les prises de conscience sont absolument nécessaires. Elles sont d'avant tout individuelles. On peut tous encore faire mieux que ce qu'on fait déjà. On peut tous avoir peut-être quelques poules dans son jardin ou pour développer l'autonomie alimentaire et que la souveraineté alimentaire s'installera dans les pays pour qu'on arrête ce capitalisme fou, là, cette agriculture qui détruit, qui rend les gens malades, qui tue des enfants tous les jours. Donc moi je prône, je suis un agriculteur qui est devenu végétarien, je suis un ancien éleveur, donc aux grandes dames de mes collègues, mais j'assume mes choix de vie. Mais je suis respectueux parce que j'ai mangé de la viande pendant longtemps, donc je ne critique pas ce qu'ils font. Et à la Confédération Paysanne, il faut savoir que l'élevage contribue à enrichir la terre. Hein. L'alchimie de la panse de la vache, elle fait des merveilles par sa flore enzymatique, sa flore bactérienne, pour transformer le compost et nourrir les microbes de la terre. Donc c'est un tout. Je ne sais pas si un jour on arrivera à élever les vaches sans les faire mourir, mais c'est complexe cette analyse. Mais en tout cas, les produits laitiers issus des vaches nourries à l'herbe, c'est un bienfait pour la santé, à condition qu'on mange des fromages au lait cru. Voilà, il y en aura certainement cet après-midi. Sur le stand de la Belle Verte, il y en aura en tout cas. Donc on est pour l'élevage paysan, donc je vous encourage, ceux qui le veulent, à continuer à manger de la viande, mais la viande issue d'élevage paysan. On est en train de développer un projet autour de Émilie Janin pour un abattoir à la ferme, pour que les animaux soient tués directement sans stress dans
dans les fermes des éleveurs qui seront partenaires de ce projet. Donc la loi nous autorise à expérimenter, il n'y en a pas encore en France, mais forcément c'est des militants de la conf qui vont expérimenter ce projet qui coûte assez cher malgré tout. Donc ça se fait ça va démarrer en Bourgogne, et si ça marche, eh bien on développera cette alternative économique. Donc moi je voulais vous dire que l'agriculteur actuel c'est une agriculture du passé, et que l'agriculteur demain ça va être forcément une agriculture avec des petites fermes, parce que quand le capitalisme va s'écrouler, on ne sait pas si c'est dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tout ce modèle-là va exploser en plein vol, et que il faut l'aider en consommant bio, en prenant des parts sociétaires à Terre de Liens, pour trouver de la terre aussi à tous ces gens qui viennent des villes et qui veulent être paysans ou paysannes et qui ne trouvent pas de terre. Donc Terre de Liens ou des GFA, ça permet d'accéder à la terre. Parce qu'on a beau avoir envie d'être paysan, si toutes ces terres sont accaparées par les courroies de transmission que sont l'administration ou la SAFER, les gens ils peuvent pas accéder ne serait-ce qu'à 1 hectare, quoi. Et du coup, en prenant des parts à Terre de Liens, on arrive à mettre assez d'argent de côté pour revendiquer l'accès à la terre pour les paysans alternatifs. Et que l'agriculture de demain sera forcément généreuse. Parce que moi, je prends soin de mes champs, mais c'est parce que j'aime les gens, parce que je vous aime, parce que j'ai envie que les gens qui mangent de mes produits soient en bonne santé, qui rayonnent de joie. Et c'est ce modèle-là qu'il faut soutenir et encourager. Et pas l'agriculteur qui tue, qui n'a comme seul but que de gagner de l'argent, en fait. Il ne faut pas se leurrer, c'est le business qui les anime. Sinon, ils savent bien, ils en mangent pas. Souvent, ces agriculteurs-là, dans leur jardin, ils ne mettent pas de pesticides. Quand ils ont des volailles, ils sont capables même de manger bio et de mettre des pesticides dans les champs, quoi. Ils ne sont pas tous dans le même sac. Moi, je pense qu'il y en a la moitié des agriculteurs qui pourront basculer s'il y a des encouragements économiques. Mais l'autre moitié, voilà, c'est le modèle de... C'est pas pour rien que la FNSEA soutient ce modèle. C'est qu'ils n'ont pas eu le courage de le faire eux-mêmes, ou ils n'ont pas trouvé les capitaux nécessaires, mais ça tend vers ça. Et c'est désolant, mais bon, c'est rien. On va les laisser mourir à leur petit feu tant qu'ils n'ont pas de prise de conscience. Donc boycott d'un côté, et aussi investissement financier pour rendre des terres disponibles. Et tout doucement, l'agroécologie paysanne qu'on défend, c'est un marathon, quoi. Il faut s'entraîner pour courir, pour durer, et puis on va gagner. C'est sûr qu'on va gagner. Donc je vous félicite. Bravo à tous. Bravo et merci Didier. Alors moi je m'appelle François, je viens de Normandie, plus exactement du département de l'Eure, où vient d'apparaître il y a une quinzaine de jours un projet d'extension d'un élevage laitier qui porterait donc le nombre des vaches laitières à 634, avec les veaux, les génisses, les taurillons, ça ferait un ensemble de 1500 bovins sur cette ferme. C'est pas une ferme, c'est une usine. Sur cette usine, je suis d'accord. L'enquête publique a failli se passer sans personne, parce qu'il y a eu publicité minimale, les élus au courant n'ont prévenu de rien. Bon, quand on a su presque par hasard, quelqu'un a vu un avis d'enquête et a averti les voisins, donc ça a commencé à remuer. Tous les élus sont rappliqués pour dire qu'ils étaient contre, mais qu'ils n'étaient pas au courant du projet, mais qu'ils étaient bien sûr contre. On va pas leur faire trop confiance, on va continuer on va essayer d'organiser une lutte. Et c'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui vous rencontrer, pour établir des liens, pour apprendre de vous, apprendre de votre lutte, et puis la renforcer cette lutte contre l'élevage intensif. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage.
ici, on va révéler maintenant les différents taux en retournant le panneau au bout de 3. 1, 2, 3. On retourne les panneaux. Voilà la catastrophe. Voilà encore le résultat. Oh, Catherine, c'est mieux. Isabelle. Catherine, bravo. Il y a quand même pas mal de taux au-dessus de 2, et notamment parmi les hommes. C'est à Françoise. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut estimer que nous sommes tous contaminés par ce glyphosate. Alors on l'a fait pour le glyphosate, on pourrait le faire pour d'autres pesticides. On trouverait malheureusement des résultats positifs aussi. Et je rappelle que des chercheurs viennent de montrer que pour les perturbateurs endocriniens, eh bien c'était la même chose. Quel est l'effet cocktail avec les autres pesticides? On n'en sait rien. Et on voudrait qu'on continue à vivre comme ça. Alors cette journée d'aujourd'hui, elle est particulièrement importante parce que c'est effectivement une journée de lutte contre l'agriculture industrielle. Et c'est l'agriculture industrielle qui est fondamentale. On est fait de quoi en priorité? De ce qu'on mange, de ce qu'on respire. Et donc l'agriculture a une responsabilité majeure dans ce cas. Et on doit absolument changer de cap, se tourner vers l'agrobiologie qui doit devenir la norme. Et effectivement, la suite, ça va être que nous allons porter plainte contre l'État pour mise en danger de la population, pour mise en danger de la santé publique. Et ça, c'est extrêmement important. On va le faire au mois d'octobre. Oui, donc actuellement en France, il y a 5200 analyses qui ont été faites. Seules 3 sont en dessous du seuil de détection. Le seuil de détection dans le laboratoire que l'on a choisi est de 0,08 nanogrammes. Donc seules 3 analyses ne sont pas décelées. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Et la moyenne nationale est de 1,2. Toute région confondue, toute période confondue. Et il y a 4900 plaintes qui vont être déposées. Certaines le sont déjà, d'autres arrivent. Voilà. Et nous avons un maximum qui est de 7 nanogrammes par millilitre, ce qui est colossal. Donc voilà, cette campagne prend tout son sens. Le but de cette campagne, c'était déjà d'allumer des projecteurs et d'aider à une prise de conscience que nous sommes toutes et tous, quel que soit notre âge, notre lieu de vie, nous sommes tous contaminés, nous avons tous du glyphosate dans les urines. Et je précise que le glyphosate n'est qu'une seule molécule du pesticide déjà, puisque les pesticides sont composés de 30 ou 40 molécules différentes. Seule la molécule glyphosate est analysée parce qu'elle est plus facile à trouver et qu'on ne pouvait pas faire des analyses à 600 € l'analyse. Sinon le but n'était pas atteint. Mais vous avez, du fait que vous avez du glyphosate dans les urines, ça veut dire que vous avez ingéré, inhalé, touché des pesticides composés d'autres produits. Et cet effet cocktail qui existe déjà dans le pesticide lui-même est bien plus dangereux que le glyphosate tout seul. Il y a l'effet de potentialité, donc il y a un effet cocktail qui est recherché par les fabricants. Ajouter à ça, comme tu disais tout à l'heure, le fait que le glyphosate et les pesticides qui sont à base de glyphosate sont loin d'être les seuls. Dans chaque corps de métier agricole, il y a des pesticides, insecticides, fongicides spécifiques qui viennent s'ajouter à tout ce que nous avons déjà dans notre corps. Et comme tu disais, l'effet cocktail qu'il y a dans le bidon de Roundup, par exemple, nous l'avons dans notre corps par l'accumulation de tas de molécules chimiques qui viennent de plein de produits, qui ne sont pas uniques. Voilà, la démonstration est faite, puisque sur 5200 analyses, ce n'est pas 20 analyses faites par 20 agriculteurs qui défendent l'usage des pesticides, qui vont mettre en cause ces 5200 résultats. D'autres résultats arrivent tous les jours. Nous aurons des milliers d'analyses encore, et des milliers de plaintes.
C'était le but premier, c'était prise de conscience, mais ça ne suffit pas. Prendre conscience de tout que l'on a ne suffisait pas et nous avons choisi de porter plainte pour demander l'arrêt immédiat. Il n'est pas question là de distance, il n'est pas question d'attendre, il est urgent d'arrêter d'utiliser ces produits-là. Et comme ça a été dit aussi plusieurs fois dans la journée, et l'Odissal le défend depuis longtemps à travers la lutte contre cette usine à vaches, c'est la remise en question d'un système agricole qui doit être revisité complètement. Et il faut qu'il y ait une vraie volonté politique à la clé, c'est-à-dire des aides financières, une éducation, un enseignement donné aux nouveaux agriculteurs différents, qu'il y ait des recherches de méthodologie qui existent. Comme je dis toujours, qu'est-ce qu'on faisait avant? Qu'est-ce que faisaient nos parents, nos grands-parents? Ils arrivaient à cultiver. Et la vie dans les villages était bien plus riche aujourd'hui, puisque le métier d'agriculteur a fondu comme une neige au soleil par la mobilisation des terres. On le sait très bien. Voilà, donc merci à l'équipe et merci aux volontaires d'avoir contribué à faire cette prise de conscience. Et à tous, moi je suis toujours très contente d'être parmi vous, ça fait longtemps maintenant. Hein. Et plus on avance dans la lutte et plus on rajoute des sujets. C'est dingue, hein? Là on parle du glyphosate. Alors c'est une vraie grande lutte le glyphosate. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière il y a vraiment le business de l'agrochimie. Il y en a un que nous les écolos on déteste, c'est le Taro Monsanto. Alors il nous a affiché, avec José Bové, etc. Il les a mis dans la case, attention, ils sont très nuisibles. Donc ils ont fait des fichiers complètement illégaux, avec nos propres données. Et donc nous, on est en train de, on a porté plainte, et on va monter justement une véritable campagne pour dire ça suffit. C'est pas des lobbies qui doivent aujourd'hui réorienter l'agriculture. Ceux qui doivent réorienter l'agriculture, c'est nos paysans, parce qu'ils savent ce qu'il faut faire. Et face à ça, justement, il y a une grande bataille, et on a besoin de tout le monde. On est à quelques semaines de l'ouverture du débat sur la PAC. Là, ça va être un enjeu important. Parce qu'il faut le dire, on est dans un système où l'élevage intensif, justement, le productivisme amène quoi? Amène aussi, on n'en a pas parlé, mais du libre-échange. L'affaire de l'Amazonie. On a dit que l'Amazonie brûle, qu'est-ce qui se passe? Mais personne n'a posé la question, mais qui a mis le feu à l'Amazonie? Mais c'est l'agro-business qui a mis le feu à l'Amazonie, justement pour brûler les terres et faire de ces terres quoi? Du soja pour le bétail exporté en Europe. Voilà le modèle. Et donc tout ça, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour nos employés et nos agriculteurs, c'est mauvais pour nos assiettes. Et c'est surtout mauvais pour la planète. Alors moi, je serai toujours à vos côtés et je suis assez contente d'une chose. Vous avez vu comment ils sont petits, eux? La jeunesse, elle demande maintenant des réponses radicales. C'est-à-dire, on ne veut plus de ce système, il faut changer le système. Elle le dit partout. Alors changer le système, on pourrait croire que c'est dur, mais en fait c'est pas dur, parce qu'on a déjà des solutions. C'est ça qui est extraordinaire. On a déjà des solutions. Et donc, on va répondre à la demande, on a 10 ans pour retourner la courbe des températures, et on a 10 ans justement pour changer le système agricole. Et moi, vous savez quoi? Et bien quand j'étais à Drucor, j'ai encore plus la pêche, et je me dis, on va y arriver. Merci beaucoup.